Salut! Aujourd'hui, on va enfin voir comment mettre en place nos requêtes de recherche sur Elasticsearch. Alors, cette leçon va se diviser en plusieurs vidéos. Dans un premier temps, je vais vous présenter par exemple aujourd'hui la structure d'une requête Elasticsearch. Je parle ici des composants qui seront communs à toutes les requêtes. Ensuite, on parlera de tout ce qui est filtre DSL. Dans une autre vidéo, on verra par exemple la différence entre une query et un filtre. Et enfin, je vais vous présenter les exemples de query et filtres couramment utilisés. Pour commencer, on va se rappeler de ce qui se passe lorsqu'on met en place une requête sur notre système Elasticsearch. Si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'en fait, lorsque vous mettez en place une requête sur votre système Elasticsearch, la requête va d'abord arriver au nœud auquel vous êtes connecté via l'adresse IP. Par exemple, celui-ci. Ensuite, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dispatcher votre requête à tous les autres fragments sur les autres nœuds. C'est ce qu'il fait ici, les deux flèches que vous avez là. Les requêtes vont devoir aller soit sur des fragments premiers ou bien des réplicas. C'est de façon alternée, on en avait parlé aussi. Ensuite, une fois que tous les nœuds, tous les fragments auront fini de collecter les informations, ceux qui se seront révélés utiles, c'est-à-dire ceux qui vont se rendre compte qu'ils contiennent une partie du document, vont être invités à renvoyer leurs résultats au nœud de départ, c'est-à-dire le nœud sur lequel la requête est arrivée en premier lieu. On appelle ça un agrégat de données. Et c'est ce nœud qui sera donc responsable de vous renvoyer le résultat. Voilà ce qui se passe grosso modo lorsque vous mettez en place une requête sur votre système de recherche Elasticsearch. Bon, voilà pour le petit rappel. Pour commencer, je vous ai dit, on va déjà voir la structure des requêtes sur Elasticsearch. Il faut savoir que toutes les requêtes suivent le même format. Donc avant de vous présenter par exemple les composants qui seront communs à toutes les requêtes, on va d'abord voir comment spécifier la zone de recherche lorsque vous mettez en place une requête Elasticsearch. Il faut savoir que vous avez la possibilité de choisir la plage de votre recherche, ce qui est plutôt très utile. Donc par exemple, on aura la possibilité de mettre en place une requête sur tout le cluster, c'est ce que vous avez ici. Quand vous faites un curl, vous mettez l'adresse IP et vous utilisez le endpoint search, _search. Il faut savoir que ce endpoint est celui qui sera réservé aux requêtes de recherche sur Elasticsearch. Ça peut être une requête de type get ou post. C'est un truc à savoir. Alors comme je vous disais, lorsqu'on met directement le endpoint comme ceci, ça signifie qu'on met en place une requête sur tout le cluster. C'est la portée la plus vaste. Ensuite, si on a un peu plus d'informations, on a la possibilité de mentionner l'index sur lequel on voudrait mettre en place la recherche. Par exemple, ici dans la deuxième requête, getTogether _search, on lui demande de faire une recherche sur l'index getTogether. Vous avez même la possibilité comme ça de spécifier plusieurs index. Par exemple, vous pouvez mettre getTogether, virgule, e-commerce, virgule, ainsi de suite, en fonction des index que vous avez sur votre système. C'est plutôt pratique lorsqu'on a envie de mettre en place des requêtes de recherche multi-index. Et si on veut aller encore un peu plus loin au niveau de la précision, on peut même spécifier le type sur lequel on voudrait faire la recherche. Par exemple, si on regarde la troisième requête, on a un curl sur l'index getTogether /event/search. Event ici est le type sur lequel on voudrait mettre en place notre recherche. Vous voyez qu'on est encore plus précis. Voilà pour les portées les plus classiques. Ensuite, Elasticsearch vous donne aussi la possibilité de mettre en place des requêtes de recherche via l'utilisation de caractères génériques. On parle ici souvent d'alias. Par exemple, ici, vous avez la possibilité de mettre en place des requêtes de recherche sur tous les index qui commenceraient par getTogether, ainsi de suite. On a par exemple l'Axeris ici, si on a envie de mettre en place une recherche sur tous les index. Ça, c'est aussi une portée très très vaste. Voilà pour tout ce qui concerne les portées au niveau de vos requêtes de recherche sur Elasticsearch. Mais en général, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de donner le maximum de précision possible. Plus vous spécifiez la portée sur laquelle devra porter votre recherche, plus Elasticsearch ira rapidement. C'est normal vu qu'il a moins de zones à inspecter. Et gardez en tête qu'à chaque fois qu'un nœud reçoit une requête de recherche, il doit les dispatcher à tous ces fragments. Vous voyez que ça prend du temps. Donc s'il y a moins d'index, il y aura moins de fragments à inspecter. C'est logique. Voilà pour ce qui est de la spécification de la zone de recherche pour nos requêtes Elasticsearch. Alors sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter déjà les composants de base et qui seront communs à toutes vos requêtes Elasticsearch. On retrouve principalement 5 composants dans une requête Elasticsearch. On a déjà le composant le plus important qui est la query. C'est lui qui sera le composant de base. C'est là-dedans que vous allez préciser vos critères de recherche. Par exemple, si vous faites une recherche sur l'âge, le nom, l'adresse, ainsi de suite. Ensuite, on a l'attribut size. C'est là-dedans que vous allez spécifier la quantité de documents que vous voulez renvoyer. Si vous voulez renvoyer 10, 20, 30, 40, 50, ainsi de suite. Ensuite, on a l'attribut from qui est très souvent
utilisé conjointement avec l'attribut size. C'est lui qui vous permettra de mettre en place des systèmes de pagination. Ensuite, on a l'attribut underscore source. C'est un champ prédéfini, si vous vous souvenez. C'est lui qui vous permettra de spécifier comment est-ce que vous voulez que le champ source soit renvoyé. Par exemple, par défaut, il renverra tous les champs. Sauf qu'on peut se retrouver en train de vouloir récupérer des champs bien définis. Et c'est là-dedans que vous allez les spécifier. Et enfin, on a l'attribut sort pour le tri. Si vous voulez, par défaut, quand Elasticsearch vous renvoie des résultats, il va directement les trier en fonction du score, c'est-à-dire la pertinence de vos documents. Plus un document sera pertinent, mieux il sera classé, c'est-à-dire il sera renvoyé en premier. Si par contre, vous ne vous souciez pas du score, ou bien vous savez par exemple que vos résultats vous renverront des documents qui auront pratiquement toujours le même score, il peut être intéressant de mettre ici un tri, de façon à ce que Elasticsearch puisse trier les résultats renvoyés en fonction d'un autre paramètre. Bon, sans plus tarder, on va mettre en place notre première requête de recherche pour aller un peu dans la pratique. Alors, il faut savoir que sur Elasticsearch, lorsque vous mettez en place des requêtes de recherche, vous avez deux formats. Les requêtes peuvent être basées soit sur une URL ou alors basées sur le body de la requête HTTP. Vous avez dit qu'une requête de recherche pouvait être de type GET ou POST. Donc, dans le cas d'une requête de type POST, on aura accès au body. Alors, pour pouvoir mettre en place ces requêtes-là, c'est assez simple. On verra ça tout de suite. La différence, c'est que, par exemple, on va utiliser les requêtes basées sur l'URL lorsqu'on aura des requêtes qui seront simples à effectuer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de plusieurs options ou bien critères de recherche. Si, par contre, on a des requêtes de recherche qui sont plus complexes, ce sera beaucoup plus intéressant de mettre en place des requêtes de recherche basées sur le body de la requête HTTP. Alors, pour commencer, on va voir un exemple des requêtes basées sur l'URL. On va commencer avec les attributs from et size. Je vous avais dit que c'est ceux qui vous permettaient de spécifier la taille des enregistrements que vous voulez récupérer et mettre aussi en place une pagination. Par exemple, ici, on a une requête de recherche sur notre même index getTogether. On met le endpoint search et ensuite on met les paramètres from et size. From à 10, size à 10. On exécute. On a ce résultat. En gros, ici, on lui a demandé de nous renvoyer tous nos documents, mais on n'en voulait que 10. Et on voulait qu'il commence à partir du 10e document. Vous voyez qu'ici, si je compte, j'ai bien 10 documents là-dedans. Par contre, dans le total, vous avez 20. En gros, c'est ici que vous allez toujours regarder pour avoir le nombre de documents qui correspondaient à votre recherche. Ici, il vous dit qu'il y a 20 documents, mais comme vous avez spécifié au niveau de la taille seulement 10, il vous a retenu uniquement 10 documents aussi. Et pareil, étant donné que dans From, on a l'attribut 10 également, ça signifie que il vous a retenu les documents qui allaient de 10 à 20 et pas les 10 premiers. Et là, on voit bien qu'il s'agit d'une pagination. On va passer à la deuxième requête. On va essayer de trier nos documents. En gros, ce qu'on a mis, c'est une requête de recherche toujours sur notre index getTogether, mais avec l'attribut sort. Là-dedans, on lui a spécifié l'attribut date sur nos documents avec l'option ascendant. En gros, ici, on lui demande de nous renvoyer tous nos documents de façon ascendante au niveau de la date. S'il ne trouve pas de date, il mettra à la fin. S'il trouve une date, il triera en fonction de cet attribut. Vous voyez qu'ici, par exemple, on a l'ID 106 au début. Si on fait entrer, c'est plus le cas. On a le document avec l'ID 112. Et si on regarde au niveau de la date, on a ici 2013 février 18. Si je descends sur le document suivant, on a 2013 mars 06. Vous voyez que le document est plus ancien. Ainsi de suite, si je vais sur le document suivant, j'ai 2013 avril 08. Vous voyez ainsi de suite. À chaque fois, les documents ont été triés de façon ascendante au niveau de la date. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Si vous vouliez par exemple trier sur un autre attribut, location, review, ainsi de suite, vous avez juste à mettre l'attribut ici, au niveau de la date, comme on a fait. Vous voyez que c'est assez simple à utiliser. On peut refaire la même chose, hein. On remet la même requête, mais avec cette fois-ci, un tri de façon descendante. On fait entrer. On regarde au niveau de la date. Vous voyez que tout à l'heure, on commençait en 2013 février. Ici, on a 2013 juillet 31. Donc, c'est beaucoup plus ancien. Si je vais sur l'attribut qui suit, 2013 juillet 21, c'est encore plus récent. En haut, on avait 31. Vous voyez qu'en dessous, on a 21. C'est encore plus récent. Le troisième, on a 2013 juillet 21. Et là, c'est plutôt au niveau de l'heure. Vous voyez qu'il trie bien, en fait.
Là, on a en juillet 17, ainsi de suite. Vous voyez que bon, le tri a bien été mis en place. On va passer à la suite. Maintenant, on va s'intéresser à l'attribut source dont je vous ai parlé. Je vous ai dit que par défaut, lorsque vous mettez en place des requêtes de recherche, l'attribut source, par défaut, vous renverra tous les champs de vos documents. Mais on a la possibilité, par exemple, de dire qu'on n'a pas envie de se retrouver avec tout ceci. Vous voyez que c'est assez, c'est plutôt grand. Et dans un vrai projet en entreprise, vous avez souvent des documents qui peuvent avoir jusqu'à 100 attributs. Donc, très souvent, ça peut être utile de filtrer uniquement les champs qui nous intéressent. Ici, ce que je vais faire, c'est mettre en place la même requête de recherche tout à l'heure triée sur la date, de façon ascendante, mais préciser les champs titre et date seulement à récupérer. Je fais entrer, et bim, j'ai ce résultat-ci. Si je regarde ce qui m'a retourné, vous voyez que dans source, je n'ai plus toute la marma, toute la panoplie de champs que j'avais tout à l'heure. J'ai uniquement les deux champs-ci. Et ça me permet d'avoir une meilleure visibilité. Là, par exemple, je pourrais vérifier si les champs sont bien triés beaucoup plus facilement, vu que j'ai pas beaucoup d'attributs à gérer. Mais bon, on va pas le faire, hein. On a déjà vu que ça marchait plutôt bien dans les requêtes précédentes. Alors pour l'instant, on a vu les composants from, size, order pour le tri et l'attribut source. Il en manque un et c'est le composant le plus important dont je vous parlais, c'est la query. C'est là-dedans que vous mettez les critères de recherche sur lesquels vous voulez travailler. Bon, pour le moment, sans vous en rendre compte, en fait, ce que vous avez exécuté comme query depuis le début, c'est la query match all. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo et dans les vidéos suivantes. En gros, c'est la query de base. C'est celle qui vous permet de renvoyer tous les documents. Vous voyez qu'à chaque fois, je précisais uniquement, par exemple, la taille, à partir de quand est-ce qu'on veut commencer à récupérer les documents pour l'offset, on peut dire, le tri, ainsi de suite, les attributs qu'on veut retourner. Et à aucun moment, j'ai spécifié, par exemple, un champ précis sur lequel je voudrais faire ma recherche. En gros, en spécifiant tout ceci sans spécifier la query, lui, il a supposé que la query qu'il fallait utiliser, c'est match all, c'est-à-dire renvoyer tous les documents de notre système Elasticsearch. C'est pour ça qu'ici, on a un total de 20. Si vous regardez dans le fichier populate.sh que je vous ai fourni, il y a 20 documents qu'on a insérés depuis le départ. Vous voyez donc, il n'en a pas loupé un. Alors pour le moment, sans vous en rendre compte, vous avez travaillé avec la query match all. On verra un peu plus tard à quoi elle correspond. Sachez que pour l'instant, c'est une query qui vous permet de renvoyer tous les documents. Et c'est celle qui est utilisée par défaut sur Elasticsearch, vu que vous n'en avez pas précisé. Si vous avez fait gaffe, vous voyez qu'à chaque fois, sur toutes les requêtes qu'on a exécutées, il y avait l'attribut 20 ici, pour un total de 20. Et oui, si on compare ça avec les documents qu'on a insérés en tout début de formation, dans le fichier populate.sh, il y a exactement 20 documents. Ça signifie que nos requêtes correspondent à tous les documents présents. Donc en gros, les opérations de tri qu'on a fait depuis le début étaient faites sur tous les documents de notre système. C'est pour ça que je vous disais qu'il a utilisé la query match all, étant donné que vous ne lui avez pas spécifié de critères de recherche spécifiques. Il suppose que vous voulez en fait récupérer tous les documents. Alors tout de suite, on va mettre en place notre premier query via l'URL, c'est-à-dire spécifier par exemple un mot-clé sur lequel on voudrait mettre en place une recherche. C'est ce qu'on va voir dans cet attribut-ci. Alors, lorsque vous mettez en place une query via l'URL, il faut utiliser le paramètre Q. Ici, on voit bien, on a mis en paramètre sort date, en gros le tri qu'on effectue depuis le début. Ensuite, ici, vous mettez Q égale à title, Elasticsearch. En gros, ici, je lui dis, renvoie-moi tous les documents qui font référence au mot-clé Elasticsearch. Si je fais la recherche, vous voyez qu'ici, j'ai un total de 7 et plus les 20 de départ. En effet, si je regarde le contenu des documents qui ont été renvoyés, je verrai forcément le mot-clé Elasticsearch dans l'un des attributs. Par exemple, ici, j'ai le mot-clé Elasticsearch dans title, dans description. Si je descends, pareil, le mot-clé Elasticsearch, ainsi de suite. Vous voyez qu'ici, il n'en a renvoyé que 7. Et ces 7-là ont évidemment été triés. Si je vérifie la date, j'ai 2013 février 18 ici. Ensuite, 2013 avril 8 ici. Vous voyez que c'est déjà trié. Et cette fois-ci, il s'est contenté de ne trier que les résultats qui correspondaient à votre critère de recherche. Alors voilà pour ce qui est des requêtes de recherche qui sont faites à partir de l'URL. Maintenant, on va s'intéresser pour la deuxième partie de la vidéo aux requêtes de recherche faites à partir du body de notre requête HTTP. C'est ce qu'on verra tout de suite. Alors comme précédemment, je vais commencer par les attributs from et size. Si vous voulez mettre en place une requête de recherche via le body, il faut fonctionner comme ceci. En gros, c'est une requête post avec le même endpoint search. Mais là-dedans, cette fois-ci, les critères
les options de votre recherche devront être mises dans le body de votre requête HTTP. Vous voyez qu'ici, on a dû mentionner la query match all. Lorsqu'on travaillait avec l'URL, cette query était implicite. Je vous ai dit, c'est celle qui était mise par défaut. Mais lorsqu'on est dans un body, il faut le spécifier. C'est ce qu'on met ici, match all ici. Donc on lui dit, mets en place notre requête sur tous les documents qui existent dans notre système. Ensuite, on peut préciser les attributs from, size de tout à l'heure. Et ça nous renverra exactement le même résultat que précédemment. Vous voyez, on a toujours le même nombre de résultats ici, 20. Et pareil, il va vous renvoyer 10 documents et les documents seront ceux qui vont de 10 à 20. Parce qu'ici, on a mis un offset à 10. De même, on va regarder comment configurer l'attribut source. Je vous ai dit, c'est celui qui vous permettait de spécifier les attributs que vous voulez retourner. Ici, il vous suffira de mettre en place underscore source. Et là-dedans, dans le tableau, vous n'avez qu'à spécifier les attributs que vous voulez retourner. Si j'exécute ces requêtes-ci, vous voyez, j'ai le même nombre de documents 20 de mon système de recherche. Normal, vu que j'ai la même query match all ici. Bon, on va regarder ce qu'on a dans notre attribut source. Ici, on a l'attribut name ici. C'est normal, vu qu'on a précisé name ici. L'attribut date n'est pas présent parce que dans ce document-ci, on n'avait pas d'attribut date. Vous voyez que c'est pas obligatoire. Il ne faut pas forcément qu'il y ait les deux attributs dans votre résultat. S'il trouve l'attribut name, il va le spécifier. S'il trouve l'attribut date, il va le spécifier. Mais c'est pas obligé que les deux soient présents. Tout ce que cette ligne-ci veut dire, c'est que ce sont les deux seuls attributs qui nous intéressent. Si je descends, pareil, j'ai juste l'attribut name. Et là, par exemple, j'ai juste l'attribut date, ainsi de suite. Vous voyez que c'est plutôt bien fait. Bon, je vais profiter pour vous montrer quelques subtilités de l'attribut source lorsqu'on utilise une requête via le body. On a la possibilité de mettre en place des options de type include ou bien exclude. Vous voyez donc que déjà, rien que là, on voit la différence entre la mise en place d'une requête via l'URL et une requête via le body. En utilisant l'URL de la requête HTTP, vous n'aurez pas eu la possibilité d'utiliser ces deux options-là, include et exclude. Par exemple, l'option include vous dit que je veux les documents qui ont l'attribut date, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais ici, vous voyez qu'on a la possibilité de mettre en place un caractère générique ici, l'astérisque. En gros, on lui dit qu'on s'intéresse à l'attribut date, mais on s'intéresse aussi à tous les attributs qui commencent par location. Si je fais entrer ici, vous voyez qu'ici, dans source, j'ai l'attribut location group. Et c'est normal, vu que j'ai mis un wildcard, un astérisque ici. Si je descends, vous avez le même attribut un peu partout, le location group. Ici, j'ai l'attribut location event. Et vu que c'est un attribut de type object, il a pris tout le contenu qu'il y avait à l'intérieur. C'est plutôt intéressant. Ça vous permet par exemple de récupérer des attributs qui respectent un certain pattern. Ensuite, on va passer au deuxième exemple dans lequel je vous présente l'option exclude. En gros, ici, on lui dit, je veux que dans le résultat, dans l'attribut source, on ait les attributs date et tous les attributs qui commencent par location. Mais par contre, je ne veux pas l'attribut location event geolocation. Vous voyez donc qu'en général, ici, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis l'attribut exclude parce qu'on savait que l'include précédent devait faire en sorte que celui-ci soit retourné. Si vous vous souvenez, je vous ai montré ça en plus tout à l'heure. Vous voyez que comme ici, on avait dit qu'on voulait tous les attributs qui commencent par location, il a pris location event. Mais ensuite, il a aussi donc mentionné location event et geolocation, étant donné que c'est un objet qui se trouve dans notre attribut. Donc, en gros, ce qu'on lui dit, c'est que je veux bien que tu me retournes ceci, mais je ne veux pas que tu me retournes ça. Vous voyez donc que l'option exclude devient utile. Si j'exécute la requête et que je reviens, vous voyez que j'ai le même attribut location event un peu partout, mais cette fois-ci, l'attribut location event et geolocation a disparu. Il a exclu. Vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses comme ceci. Jouer avec les options include et exclude. Voilà pour ce qui est de l'utilisation de l'attribut source lorsque vous mettez en place une requête de recherche. Maintenant, on peut un peu s'intéresser au tri. Je trouve que c'est même l'option la plus sexy lorsqu'on utilise un body. Par exemple ici, on a toujours notre query match all. Mais par contre, lorsqu'on veut mettre en place le tri, on le met de cette façon-ci. Vous voyez donc ici, on a la possibilité de spécifier plusieurs champs sur lesquels on veut mettre en place notre tri. En gros, ici, je lui dis, trie-moi d'abord sur le champ created on de façon ascendante.
Ensuite, tu me tries sur le nom de façon descendante. Et enfin, tu peux trier sur le score. Je vous avais dit que le tri sur le score était celui fait par défaut. Par exemple, lorsqu'on utilisait une URL, on a difficilement la possibilité de spécifier plusieurs attributs. Ici, vous voyez qu'en utilisant des requêtes basées sur le body, on a pas mal d'options qui s'offrent à nous. On peut faire exécuter. Ah, ok. Il faut savoir que sur Elasticsearch, mettre en place une opération de tri, ça coûte beaucoup de ressources. En gros, ce qui se passe, c'est que par défaut, il désactive cette option-là. Il l'active uniquement sur les champs qui sont de type keyword, c'est-à-dire les champs dans lesquels on n'a que des mots-clés, un seul mot. Si vous voulez pouvoir mettre en place des requêtes de recherche sur des champs de type texte, il faut le préciser à Elasticsearch. Et il faut être conscient que c'est quelque chose qui peut prendre de façon significative de la mémoire. C'est pour ça que par défaut, il le désactive. Pourquoi? Parce que si vous devez mettre en place des recherches sur des champs dans lesquels vous avez des phrases, des paragraphes, vous voyez bien que ça peut être compliqué à gérer. Bon, pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir activer ça, c'est-à-dire le paramètre field data sur Elasticsearch, il suffit de faire cette requête-ci. En gros, je vais lui dire, mets-moi mon field data à true sur le paramètre name. Ce que ça va dire Elasticsearch, c'est que tu as la possibilité de me charger le champ name quand tu démarres dans ta JVM, de façon à pouvoir mettre en place le tri. En gros, Elasticsearch, c'est que lorsque tu démarres, tu as la possibilité de pouvoir mettre en place des tris sur cet attribut-ci, même s'il est de type texte. Ça signifie que Elasticsearch va donc se servir de votre JVM pour pouvoir mettre en place ce tri-là. Donc, il faut utiliser cette option de façon très minutieuse, parce que ça signifie que si vous avez des documents qui ont dans le champ name des caractères, des phrases, des paragraphes, ça va alourdir les traitements sur votre système. Bon, pour le moment, ici, on est en local. On a plutôt des données qui sont live, donc ça ne risque pas d'arriver. C'est pour ça que j'ai la possibilité de le faire sans avoir peur de quoi que ce soit. Mais si vous êtes sur un projet en entreprise, à chaque fois que vous avez ce genre de message et que vous vous retrouvez en train de devoir activer ces paramètres-là, posez-vous bien la question de savoir si c'est nécessaire. Parce que très souvent, quand Elasticsearch vous dit que c'est désactivé par défaut, c'est que il estime que vous ne devez pas avoir la possibilité de le faire. On va exécuter la requête et voir ce qui se passe. Il dit que tout s'est bien passé. On revient sur notre requête départ. On réexécute notre tri. Vous voyez, ça s'est bien exécuté. On a les mêmes 20 enregistrements de départ. Mais si on regarde, on voit bien que tout a été trié en fonction du nom, de la date et ensuite du score. On arrive maintenant à la fin. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à tout ce qui est query, filtre DSL. Je vous montrerai par exemple la différence qui existe entre des queries et des filtres. Et ce sera aussi l'occasion de vous présenter les filtres et queries qui sont le plus couramment utilisés. Merci et à bientôt.